Lorsque nous pensons aux marchands de Venise, nous voyons des canaux paisibles, des masques, des palais semblants flotter sur l'eau. La ville paraît enveloppée de beauté et de mystère. Pourtant, sous cette surface élégante, bat une autre réalité. Venise vit du commerce, du prêt, du calcul attentif et du risque constant de la mer. Chaque navire qui part vers des terres lointaines transporte bien plus que des épices ou des soieries. Il emporte la fortune de ceux qui ont misé sur lui, la stabilité de familles entières. Une tempête à l'horizon peut signifier la perte. Un retard peut devenir catastrophe. Dans ce monde, la sécurité repose sur la parole donnée. Les contrats se signent avec solennité. L'encre fixe des engagements capables de modifier des destinées. La confiance circule comme une monnaie invisible. Pour les spectateurs londoniens du XVIe siècle, ce tableau n'était pas étranger. Londres grandissait elle aussi, regardait vers la mer et commençait à s'appuyer davantage sur le crédit. L'argent matériel compte, mais la réputation pèse davantage encore. Une signature au bas d'un document peut valoir autant qu'un trésor enfermé sous clé. Et lorsque la confiance se brise, l'équilibre vacille. La dette cesse d'être un chiffre pour devenir une menace personnelle. Au même moment, l'Angleterre traversait de profondes tensions religieuses. Après la rupture avec Rome, de nombreux catholiques vivaient sous pression, surveillés pour leur fidélité à leur conscience. Dans une société où la loi définissait les limites de l'obéissance publique, les serments avaient des conséquences réelles. Ainsi commence l'histoire, dans un monde où l'écrit peut décider du destin d'une vie. Au centre de l'histoire se trouve Antonio, marchand respecté dont la fortune dépend de la mer. Dès le début, nous le voyons traversé par une mélancolie difficile à expliquer. Ces navires parcourent des routes incertaines, et avec eux voyage aussi sa tranquillité. Habitué au risque, son inquiétude semble pourtant dépasser le simple commerce. À ses côtés se tient Bassanio, jeune, élégant et endetté. Sa situation financière est fragile, mais son regard est tourné vers quelque chose de plus que l'argent. Il aime Portia, riche héritière qui vit à Belmont, et souhaite se présenter devant elle avec dignité. Pour aspirer à sa main, il a besoin de ressources. Amour et nécessité s'entrelacent dans sa décision. Antonio n'hésite pas à l'aider. L'affection qu'il porte à Bassanio est profonde et sincère. Bien qu'il ne dispose pas de liquidités immédiates, il est prêt à engager son crédit pour lui. Dans une ville où la réputation équivaut à la solvabilité, son nom suffit à garantir un prêt. Ce prêt est accordé par Shylock. Prêteur juif, figure marquée par le mépris social et par des années d'humiliation publique. Il est méticuleux, conscient de sa position marginale et fier de son identité. Sa relation avec Antonio porte le poids de tensions anciennes. Entre eux subsistent des blessures que le temps n'a pas refermées. Pour Shylock, l'accord ne relève pas uniquement de la finance, il touche aussi des fibres personnelles. Pendant ce temps, à Belmont, Portia vit sous une condition imposée par la volonté de son père défunt. Son mariage sera décidé au moyen d'une épreuve qu'elle ne peut modifier. Intelligente et perspicace, elle observe attentivement ceux qui la courtisent. À ses côtés se trouve Nerissa, sa confidente, qui partage ses réflexions et participe activement à son destin. Nous faisons également la connaissance de Jessica, fille de Shylock. Son histoire introduit un autre type de conflit, le désir d'échapper à une vie qu'elle ressent comme oppressive et la tension entre loyauté familiale et aspiration personnelle. Son lien avec Lorenzo, ami de Bassanio, ajoutera une dimension affective qui traverse les frontières culturelles et religieuses. Ainsi, l'œuvre réunit des personnages animés par des forces diverses mais intenses, amour, amitié, orgueil, désir de reconnaissance, soif de justice et besoin d'appartenance. Aucun n'agit pour une seule raison. Chaque décision naît d'un mélange d'affection et de calcul, de passion et de circonstances. Sur ces impulsions humaines se construira le conflit. Ce qui commence comme un prêt destiné à favoriser un amour révélera bientôt jusqu'à quel point les émotions peuvent se retrouver enfermées dans la lettre d'un contrat. La tension qui semblait lointaine commence à se resserrer. Les nouvelles venues de la mer n'apportent aucun soulagement. Le contrat signé devant témoins cesse d'être un simple accord commercial et devient une menace concrète. Antonio affronte les conséquences d'une promesse faite par amitié. Shylock exige l'exécution exacte de la clause convenue. Pour lui, la loi représente la stabilité dans un monde où il a été méprisé. Si la loi n'est pas appliquée avec rigueur, son droit ne l'est pas davantage. L'action se déplace vers le tribunal. Là, devant autorité et témoins, Venise se confronte à son principe fondamental, la parole écrite soutient l'ordre de la cité. Si un contrat peut être ignoré par compassion ou par convenance, tout le système commercial perd sa crédibilité. Pourtant, la scène ne se limite pas au domaine économique. Une question plus profonde surgit. La justice consiste-t-elle uniquement dans l'application littérale d'une règle ? Dans la tradition biblique partagée par le public de l'époque, Dieu est juste et la loi a du poids. Mais il est également affirmé que la miséricorde est un attribut divin qui dépasse le jugement strict.
La justice sans miséricorde peut devenir dévastatrice, la miséricorde sans justice peut devenir arbitraire. L'équilibre entre les deux constitue un problème central de l'expérience humaine. Lorsque Shakespeare écrit cette œuvre, l'Angleterre vit encore sous les conséquences de la rupture avec Rome. La conformité à l'Église établie n'était pas seulement une affaire privée. Les catholiques demeuraient fidèles à leur conscience, les recusants pouvaient subir amende, soupçons et même persécutions. La loi religieuse de l'État exigeait une obéissance visible. Dans ce contexte, une scène où la lettre exacte du contrat s'impose avec sévérité pouvait résonner au-delà du théâtre. Le conflit entre normes écrites et conscience intérieure n'était pas abstrait. Il faisait partie de la vie publique. Shylock s'attache à la littéralité de l'accord. Antonio se trouve exposé à sa rigueur. Et au cœur du tribunal apparaît un autre appel, l'idée que la grandeur de la justice se manifeste lorsqu'elle sait laisser place à la miséricorde. L'affrontement n'oppose pas simplement deux hommes. Il présente deux manières de comprendre l'ordre, l'une fondée sur l'exactitude inébranlable, l'autre ouverte à la possibilité de la grâce. Le tribunal devient ainsi un espace où se joue non seulement un contrat, mais la relation entre loi, dignité et compassion. Et le spectateur demeure face à une question qui traverse toute l'œuvre. Que se passe-t-il lorsque la loi est appliquée sans espace pour la miséricorde? Après le moment décisif au tribunal, l'ordre semble être rétabli. La menace immédiate s'est dissipée et l'action revient à un espace plus intime. Belmont retrouve sa lumière, sa musique et son ton festif. L'amour trouve sa place. Les promesses changent de forme. Les mots qui signifiaient auparavant dette signifient désormais fidélité. Cependant, quelque chose a été révélé au grand jour. La loi a montré sa force. La miséricorde a révélé son pouvoir. Mais l'équilibre n'est pas simple. Ce qui s'est passé ne disparaît pas complètement sous l'harmonie finale. Certains personnages ont gagné, d'autres ont perdu plus qu'il n'y paraît à première vue. La justice a été rendue conformément au cadre juridique de la ville, mais l'expérience humaine laisse des nuances difficiles à ignorer. C'est pourquoi l'œuvre ne se résume pas à une simple lecture. Elle peut sembler être une comédie romantique, mais elle est traversée par des tensions économiques, sociales et spirituelles. On peut célébrer le triomphe de l'amour, mais aussi percevoir la fragilité de la dignité lorsqu'elle dépend de la lettre stricte d'un accord. Shakespeare n'impose pas de conclusion définitive. Il présente un conflit et le pousse à ses limites. La loi maintient l'ordre, mais la miséricorde humanise cet ordre. Sans l'une, la société devient froide, sans l'autre, elle devient instable. Au final, la question reste ouverte. Qu'est-ce qui rend une communauté vraiment juste? La rigueur implacable de ses règles ou sa capacité à faire preuve de compassion? Car lorsque la loi est appliquée sans miséricorde, la justice cesse d'être humaine. Pour plus de classiques, abonnez-vous et laissez un j'aime. Commentez le sujet qui vous a le plus marqué. Lien vers une édition illustrée du livre avec traduction officielle dans la description.